Allez, on va continuer cette discussion passionnante avec Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, mais également Marie Castelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires publiques chez Back Market. Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur général délégué de ZAC, spécialiste justement de l'économie circulaire, et Xavier Laurent, directeur des fusions-acquisitions du groupe Manutan et partenaire de cette émission. Bonjour Xavier. Bonjour Marie. Alors moi, je voudrais commencer par vous, Marie, parce qu'en fait, vous êtes une spécialiste chez Back Market du reconditionné. Et vous avez adressé cette problématique depuis très longtemps. Vous étiez un des précurseurs sur le marché de l'économie circulaire. Comment est-ce que vous appréhendez cette problématique, l'évolution des choses? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour les Français aujourd'hui en matière d'économie circulaire, ou on a déjà fait un grand pas en avant? Alors oui, Back Market a été fondé en 2014, donc c'est assez ancien, même si c'est pas si ancien que ça reste quand même relativement récent dans le monde de l'histoire des entreprises, mais c'est vrai qu'on est un des précurseurs, notamment sur le sujet du reconditionné. Et nous, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas besoin d'énormément de choses pour que ça avance très vite, puisqu'il y a une énorme appétence du consommateur, en fait, pour des produits qui viennent de l'économie circulaire, dès lors qu'on est capable de leur garantir que ce sont des produits qui vont être de bonne qualité, qui vont bien marcher, et que leur expérience client, elle va ressembler, en fait, à celle dont ils ont l'habitude, celle du neuf. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment ça, et c'est là où on a mis le poids du corps dans l'histoire de Back Market, c'est d'être capable de vraiment rassurer les consommateurs et de rendre finalement ces produits reconditionnés beaucoup plus désirables que ce qu'ils l'étaient avant, parce qu'ils étaient perçus potentiellement comme de l'occasion qui ne marche pas très bien. Donc voilà, l'enjeu, ça a été vraiment ça. Il faut travailler là-dessus. C'est le premier axe pour être capable de rassurer. Et une fois que c'est fait, on voit qu'en fait, la demande, elle est très importante et ça marche très, très bien. Donc, c'est un grand chemin à parcourir. Mais dans l'absolu, quand on y va, ce n'est pas grand-chose pour arriver à faire de l'économie circulaire une économie avec un potentiel énorme en termes de croissance, en termes d'emploi et tout ce dont parlait Emmanuel en introduction. Pierre-Emmanuel, est-ce que vous pouvez juste expliquer rapidement ce que fait ZAC et pourquoi vous avez fait le choix de vous lancer sur ce créneau? Avec plaisir. Alors ZAC, en fait, on va collecter des produits électroniques usagés ou inutilisés des entreprises en France. Et derrière, on va faire un tri, ce qu'on appelle le juste prix de ces produits, entre ce qui peut être revendu pour être reconditionné, justement, ce qui peut être donné à des associations, ce qui peut être réparé, ou, en dernière solution, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, ce qui peut être recyclé. Et après, on adresse un bilan environnemental aux entreprises pour leur donner des chiffres et des images sur la traçabilité vraiment des produits, de ce qu'on en a fait. Et notamment, on communique sur toutes les émissions de CO2 qui ont été évitées grâce, quelque part, à cette action. Ce qui est hyper important pour les entreprises et puis pour les collaborateurs aujourd'hui. Et un chiffre, juste pour expliquer rapidement pourquoi on a voulu se lancer là-dedans. 80% en fait, de l'empreinte numérique des entreprises est liée à l'utilisation des produits électroniques. Donc, avec mon associé Timothée, on était étudiant à l'époque en 2015. On voulait lancer une entreprise, mais pour le bien commun. L'économie circulaire, comme ça a été dit, c'est de l'innovation, c'est de la croissance, c'est le fait de pouvoir vraiment un peu l'écologie des solutions, pouvoir avancer concrètement. Et on a choisi ce secteur parce que c'est un peu un secteur emblématique. Les produits électroniques, en fait, polluent beaucoup. Et si on attaque le sujet du reconditionné, on peut avoir un impact très fort rapidement. Et les entreprises, parce que c'était un peu un secteur mis de côté par rapport aux particuliers, où il y avait déjà beaucoup d'acteurs ou... Alors, pour être très transparent, on a commencé par les particuliers, en fait, en 2015-2016, donc 2 ans en retard, en fait, finalement, après Back Market. On a fait le même accélérateur de start-up. Mais notre axe de racheter les produits était plus complexe, parce que l'argument, en fait, du prix moins cher pour l'achat de produits reconditionnés a marché, au-delà de toutes les qualités de l'entreprise et des fondateurs de Back Market. Nous, on avait plus de difficultés à faire accepter aux consommateurs que beaucoup de ces produits n'avaient pas de valeur. Donc il y a un petit plafond de verre sur le côté B2C. Or, pour les entreprises, pour plein d'autres raisons, pour y revenir, ça a beaucoup plus fonctionné. Il y avait beaucoup plus ce qu'on appelle le time to market. Xavier, vous venez de racheter ZAC chez Manutan, mais pourquoi, de quelle façon ça s'implémente dans votre stratégie? Déjà, par rapport à tout ce qu'ils ont dit, ça rentre exactement dans ce qu'on veut faire. En fait, ce qu'on se dit, nous, on est distributeurs. On vend énormément de produits, plein de typologies de produits. On pense que ça va devenir complètement impossible de vendre des produits neufs sans se préoccuper des produits qui vont remplacer. J'achète une table neuve, probablement je vais avoir une table ancienne qui va disparaître. Et si nous, en tant que distributeurs, on ne s'inquiète pas de ça, on va passer à côté de notre rôle. Donc voilà, donc c'était vraiment exactement ce qu'on souhaitait faire. Et du coup, la rencontre avec ZAC marchait très très bien. Alors ils sont sur une petite partie des produits qu'on revend, mais n'empêche que nos clients ont ces produits-là. Et donc c'est notre responsabilité de nous en occuper. Et ensuite, on va étendre à d'autres catégories. Mais déjà, c'est vraiment une première super étape qu'on va faire avec ZAC.
Et on va mettre en fait la puissance commerciale et la base client de Manutan au service de cette économie circulaire avec ZAC. Emmanuel, faire travailler des startups comme ZAC avec des ETI comme Manutan, c'est une bonne façon d'implémenter en fait l'économie circulaire à l'intérieur d'entreprises qui sont déjà établies et qui n'ont pas forcément ces pratiques-là dans leur ADN? Alors là, oui, on est dans des sujets plus larges, finalement, d'open innovation, enfin, toutes les questions qu'on a pu se poser déjà dans le digital. Il me semble que c'était le patron d'Alstom, il y a longtemps, qui disait, bah si, nous, ceux qui veulent innover, ils viennent pas chez nous. Donc, forcément, ça va venir d'autres choses. Alors, les garages en Californie, mais voilà, toutes les envies d'aller créer des modèles différents plutôt que de s'inscrire dans un modèle qui existe déjà. Donc, d'une certaine façon, c'est assez logique. Après, et peut-être encore plus en matière d'économie circulaire, on voit, on collecte de la matière, on la réemploie, on la répare, etc. Donc il y a quand même un besoin de foncier, il y a un besoin d'investissement qui est important, qui fait que la rencontre aussi, finalement, entre une start-up et un groupe qui a cette mise à disposition de foncier possible, la capacité d'un passage à l'échelle est assez rapide. Donc c'est assez logique que dans ces domaines en particulier de l'économie circulaire, on retrouve ces rencontres, oui. Marie, par exemple, le B2B, c'est quelque chose à quoi vous réfléchissez chez Back Market? C'est un levier potentiel pour vous? Alors oui, c'est un levier potentiel. Il y a énormément d'équipements électriques et électroniques dans les entreprises. Et si on veut avoir un impact positif et mettre fin à l'économie linéaire, il faut adresser cette cible-là aussi. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille chez Back Market. Après, il faut se dire, et c'est là où ce que fait ZAC est à mon sens extrêmement important, que les entreprises aussi, elles ont un rôle énorme à jouer dans la création de gisements de produits à reconditionner. C'est-à-dire qu'elles sont acheteuses de produits neufs et la grosse question, c'est une fois que les produits ont été utilisés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et les entreprises, elles ont un pouvoir énorme pour introduire des produits dans la chaîne du reconditionnement et du coup les faire redescendre vers le consommateur qui, lui, va consommer du produit reconditionné. Donc la cible entreprise, il ne faut pas la voir que vers le prisme de faut que les entreprises s'équipent en reconditionné, mais aussi à travers le prisme du potentiel qu'elles représentent de création de gisements de produits à reconditionner. Ce qui est un enjeu énorme parce que si on a une appétence des consommateurs, il faut être capable en face de leur offrir les produits à la recherche desquels ils sont. En fait, si je comprends bien, il faut aussi que, quelque part, à la base, il y a une éco-conception des produits qui vous permettent, Pierre-Emmanuel, ensuite, vous, de pouvoir rattraper le produit quand il est en fin de vie pour lui en offrir une deuxième. Alors là, c'est l'énorme problème actuel. Je n'ai pas les chiffres de Back Market, mais nous, il y a à peu près uniquement 20% des produits qu'on va récupérer qui partent dans le canal, je parlais du juste tri au départ, de reconditionnement pour être vendus derrière. Seulement 20%? Seulement 20%, et ça, c'est juste une question d'éco-conception et de dynamique de marché. Le jour où vous avez des reconditionneurs qui prennent en fait des nouveaux produits, des nouvelles typologies de produits pour les reconditionner parce qu'ils peuvent vendre en fin de chaîne, vous créez un modèle économique. Et tout est finalement là-dessus une question de modèle économique. Si moi, derrière, je reprends tel produit et qu'en fait, je vais pouvoir le revendre, je vais rémunérer celui qui, effectivement, m'a laissé le produit. Donc, on a un exemple très simple là-dessus, sur des terminaux de paiement bancaire d'une grande entreprise qui partait au recyclage, en plus plutôt en valorisation énergétique, c'est-à-dire brûlés. On les a récupérés, on a convaincu un industriel de les reconditionner. Et derrière, effectivement, de le reconditionner, et derrière, effectivement, on a créé une nouvelle filière, un nouveau modèle économique pour des produits qui n'avaient jamais été reconditionnés avant. Donc c'est là tout l'enjeu, qu'il y ait de plus en plus de produits qui soient éco-conçus et qui intéressent le reconditionné. Back Market, d'ailleurs, ouvre très souvent des nouvelles catégories de produits. On n'est plus du tout uniquement sur les téléphones ou les ordinateurs. Mais ça veut dire, Xavier, que vous, potentiellement, ça peut changer la façon dont vous achetez. Ouais. Parce que s'il faut que ça marche pour ZAC, il faut que les produits que vous achetez, vous, et que vous lui fournissiez ensuite, soient éco-conçus. C'est ça. Alors, chez Manutan, on a 17 000 produits qui sont éco-conçus. Ça fait 12% de notre offre, donc c'est vraiment pas assez, mais c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Ce qui est intéressant dans les produits éco-conçus, c'est qu'ils ont augmenté 2 fois plus vite que tous les autres en termes de part de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui avance et qui va très vite. Puis on a également une autre catégorie, nous, qu'on appelle des produits éco-responsables, donc des produits qui vont pouvoir être recyclés. Ceux-là, on ne les additionne pas, parce que, exactement pour ce qu'a dit Pierre-Emmanuel, parce que finalement, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Et puis l'éco-responsable, c'est un autre 12%, 10-12%. Ces produits éco-responsables, ils dépendent énormément de celui qui les a achetés. C'est lui qui va les mettre dans le bon bac, comme vous parliez tout à l'heure. Donc on a un bon 25% de notre offre qui part de ça. Le vrai sujet pour un distributeur, c'est la sélection de ses produits. Donc nous, on a une responsabilité légale déjà qui est de dire on achète des produits qui ont été construits
dans des conditions sociales acceptables, avec des matières premières acceptables. Et ensuite, ne serait-ce que pour des questions juridiques. Et ensuite, on veut aller beaucoup plus loin, effectivement, avoir des produits éco-conçus, donc être certain de leur seconde vie, éco-responsable, être certain qu'on va pouvoir les recycler de bonnes conditions. Emmanuel, tout à l'heure, on parlait de réglementation. Justement, est-ce qu'il y a une réglementation qui demande aux entreprises d'être aujourd'hui plus responsables dans leurs achats et d'accorder une part plus importante à ces produits éco-conçus, éco-responsables ? Pas directement. Alors ça existe sur la partie achat, sur la commande publique. C'est l'article 58 de la loi AGEC, avec le décret qui va avec, qui impose à l'acheteur public, État comme collectivité, d'avoir plus de réemploi, reconditionné, etc. dans ses achats. Complètement entre nous, ça ne marche pas très bien. Il y a eu un décret, mais pour autant, derrière, c'est difficile. Parce que là, on est vraiment dans un sujet très, très économique, finalement, pour qu'il y ait de l'offre, il faut qu'il y ait une demande, et vice-versa. Et résultat, on tourne parfois un petit peu en rond. C'est-à-dire qu'il va y avoir des acheteurs publics qui disent nous, on est très motivés, ou des acheteurs privés, d'ailleurs, mais en face, on ne trouve pas. Ou alors, c'est plus cher, ce qui est un autre sujet. Ça n'a pas été évoqué, mais on se rend compte sur les sujets d'économie circulaire, dans les freins qu'on met en avant, il y a réglementaire, assurantiel, enfin les choses un peu classiques, et aussi le frein économique en disant mais comment ça se fait, c'est plus cher, alors que c'est de la seconde main, ce qu'on a dit. À côté de ça, en général, on se félicite aussi, alors en général pas dans les mêmes réunions d'ailleurs, en disant c'est génial, l'économie circulaire, ça crée plein d'emplois. Bah oui, forcément, si on crée de l'emploi pérenne, non délocalisable, non automatisable d'ailleurs aussi pour beaucoup, parce que comme on a ça a été dit, on a une variabilité des flux. Quand on récupère, autant quand on produit, on sait à peu près ce qu'on va faire. Quand on récupère, on récupère. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'on a. Donc, grosse variabilité. Forcément, derrière, on ne peut pas mettre des robots pour faire notre job. Voilà, ça crée de l'emploi. Et alors, c'est intéressant en matière économique, évidemment. C'est le PIB de l'économie locale, c'est génial. Mais oui, les gens qu'on paye, et puis comme on ne les paye pas au salaire de l'Indonésie, tout de suite, c'est un peu plus cher. Donc voilà, il y a vraiment cette idée qu'il faut travailler en même temps sur, effectivement, ce que vous indiquez. Alors, est-ce que c'est des obligations qu'il faut créer pour les acheteurs ? Elles viendront un peu toutes seules, finalement, les obligations, mais parce que de toute façon, rapidement, on n'aura quand même plus le choix en matière de ressources. Mais il y a surtout cet enjeu de se dire, derrière, je m'y retrouve, quoi. Enfin, je suis bien dans mon espace économique, ça crée de l'emploi, mon rapport extra-financier, il va être sympa parce qu'il va cocher toutes les cases. Derrière, c'est un autre très gros sujet, mais il y a la taxonomie verte qui arrive avec le sujet d'économie circulaire. Donc, si je veux que les investisseurs ils s'intéressent à mon entreprise, il faut que je sois en capacité de donner des gages là-dessus. Donc, c'est vraiment un changement très écosystémique où derrière, tout le monde s'y retrouvera. Mais pour répondre à votre question, parce que je ne l'ai pas tout à fait fait, non, en l'état, il n'y a pas vraiment d'obligation d'acheter circulaire pour les entreprises. En tout cas. Oui, Marie ? Oui, peut-être, en fait, du point de vue de la contrainte sur les entreprises, c'est vrai qu'il n'y a rien, mais il y a un énorme paquet qui est en train d'être discuté en ce moment à Bruxelles sur l'économie circulaire et qui va créer des contraintes sur la production des produits. Donc sur la partie manufacturing des produits, où en fait, en gros, il y a une directive qui s'appelle Eco-Design, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est assez parlant, qui aujourd'hui ne s'applique qu'à une catégorie assez restreinte de produits. Qui va être élargie à une très grande gamme de produits et dans laquelle, au-delà de critères de matières qui vont être incorporées dans les produits, par exemple, on va ajouter en plus des critères de durabilité et de réparabilité des produits. Ce qui veut dire que d'ici quelques années, parce que ça prend du temps, tous ces processus bruxellois, sur une très grande gamme de produits, vous allez avoir l'impossibilité de mettre votre produit sur le marché s'il ne répond pas à une série de critères d'éco-conception, de durabilité, de réparabilité et de recyclabilité. Et ça, c'est très puissant parce que finalement, sans avoir besoin de contraindre les entreprises, ce qui va être proposé à la fois aux entreprises et aux consommateurs sur le marché va s'améliorer du point de vue de la réparabilité notamment. Ce qui va pousser l'économie circulaire et qui va créer aussi des nouveaux business models, puisque ce que disait Pierre-Emmanuel est clé. Plus un produit est difficile à réparer, plus il est coûteux à réparer. Et on en vient à ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que ça devient plus cher de proposer un produit reconditionné, ce qui est quand même aberrant, qu'un produit neuf. Mais ça, c'est parce qu'à la base, la conception du produit ne permet pas de réparer ce produit à un coût raisonnable. Plus on va avancer sur la partie produit neuf, plus ça va décanter et permettre de booster l'économie circulaire et notamment d'étendre la gamme des produits qui aujourd'hui sont reconditionnés. Parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une partie des produits qui sont reconditionnés parce qu'il n'y a pas de business model
liées au reconditionnement de la plupart des produits qui sont trop chers tout simplement à réparer. Et Xavier, s'il n'y a pas encore d'obligation réglementaire, est-ce que vous sentez une certaine pression de la part de vos clients sur ces sujets-là? Deux choses. Déjà, nous, on prend très au sérieux la loi AGEC, parce qu'on a Manutan Collectivité, qui est une de nos très grosses filiales. Et on le prend très au sérieux, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de se mettre en amont de ça et de se dire, il faut qu'on soit... Alors, je suis d'accord avec vous, entre le décret et l'application, et encore... Mais en tout cas, nous, on pense que c'est vraiment le moment de se préparer, parce que de toute façon, ça va arriver et qu'il faut absolument qu'on soit prêt. Donc ça, pour nous, c'est super important. Après, pour les entreprises en tant que telles, moi, je pense que c'est un mouvement de fond qui est drivé par justement le trend, par le fait que plus personne ne va accepter ça à titre personnel. C'est idiot, mais moi, mes enfants, ils achètent leur téléphone chez Back Market. Ma fille, elle est sur Vinted toute la journée. J'exagère un petit peu, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est devenu une façon de vivre naturelle, et ça ne leur viendrait pas à l'esprit d'acheter un téléphone neuf à tous les coups, ou de ne pas aller regarder d'abord sur Vinted. Donc c'est quelque chose qui devient normal, et moi je pense que le B2C a toujours 3 ans d'avance sur le B2B. Et donc on vous regarde parce que c'est super intéressant, et ça nous inspire, et même ça nous pousse en disant il faut qu'on soit là à ce moment-là, parce que sinon on sera à côté du marché, quoi. Juste on aura des clients qui achèteront plus chez nous parce qu'on ne sera pas capable de fournir cette solution-là. Pierre-Emmanuel, ouais. Juste pour compléter ce que disait Marie, il y a un effet psychologique qui est assez intéressant et qui illustre ton dernier propos, qui est que le client de Zach, ça peut être par exemple quelqu'un qui est IT manager d'une TPE, hallucine de ce 20% uniquement de produits qui peuvent être réparés. Et lorsqu'on va lui dire, ce produit-là, malheureusement, on peut que le recycler dans le respect de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, cet IT manager, il est aussi consommateur, c'est juste un citoyen lambda. Le recycler dans le respect de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut uniquement le démanteler, on ne peut pas le réparer, on ne peut pas le reconditionner. D'accord. C'est-à-dire que ce qui se passe réellement, ce qui est fait de ces produits en fin de vie, lorsqu'on explique un IT manager qui est en fait un consommateur comme n'importe qui, c'est un citoyen ou une citoyenne, il va dire « Ah bon ? On peut pas le réparer, ce produit ?» Et donc, du coup, il y a une sorte de prise de conscience à ce moment-là. Exactement. Et de distorsion qui est utilisée pour dire, oui, c'est pas seulement sur ce produit, mais c'est sur beaucoup d'autres. Donc, est-ce qu'ensemble, on se mettrait pas à faire en sorte que ce point-là change? Mais c'est pas qu'il y a eu un mensonge depuis longtemps sur ce sujet, mais en tout cas, les personnes, comme vous, comme moi, n'ont pas eu cette information depuis toujours en consommant classiquement dans l'économie linéaire. Et c'est un super levier pour faire changer les entreprises. Oui, Emmanuel. Non, c'est vrai que ça, c'est dans les sujets de la loi qu'on a évoqué de façon un petit peu incidente. Il y a effectivement les questions de réparabilité, indice de réparabilité, mais au fond, c'est aussi la question de la recyclabilité. Et là, on est vraiment à la première étape, c'est-à-dire qu'on est hyper content, on va avoir un lave-linge réparable. Mais l'enjeu derrière, c'est pas que ça soit réparable, c'est que ça soit réparé. Et c'est là où on se rend compte qu'on a un vrai sujet de business model même pas à créer, à recréer, parce que Dédé qui répare tout au coin de la rue, dans les années 50, ça existait. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup moins. Ça n'existe plus. Et donc, c'est là où on voit, c'est compliqué. Alors, sur des gros, les D3E, les lave-linges, justement, ça, on arrivera à faire réparer. Mais mon grille-pain à 20 €, en fait, il n'y a pas de modèle économique où ça a du sens de le réparer. Donc c'est là où on revient vraiment presque aux bases de l'économie circulaire, et ça a été très bien dit, où on achète autrement. Donc mon grille-pain, il ne coûtera plus 20 €. Mais ma perceuse visseuse, elle ne coûtera pas 25 € non plus, parce que en fait, ça ne tient pas. Ce n'est pas réparable, c'est en général le produit de façon pas très durable non plus. Donc là, on a vraiment, et c'est pour ça que le moment est hyper important, c'est qu'on a créé ces espoirs-là. Alors je suis d'accord, ce n'est pas une affaire de promesse ou de mensonge, mais quand même, on a ouvert cette promesse de la réparabilité. Là, les gens y croient. Hein. Donc derrière, il va falloir qu'on soit en capacité de créer ces modèles, d'animer, de reformer des réparateurs parce qu'il n'y en a plus, pas assez. En tout cas, il n'y a pas un maillage suffisant. De transformer les modèles, d'être sur des logiques de récupération qui sont très différentes. On a évoqué Vinted, les questions textiles. Enfin, c'est là la masse qui a récupéré et puis d'une qualité parfois un petit peu discutable, on peut le dire. Il faut tout réinventer en fait. Hein. Donc c'est à la fois passionnant, mais il y a quand même un sacré boulot. Et là, encore on a créé, il y a des règles, il y a des normes, on a créé des mots, pour parler de tout ça. Derrière, on a intérêt à assurer pour que le consommateur, le citoyen, s'y retrouve. Hein, Et vous, chez Back Market, Marie, quand vous ouvrez comme ça de nouvelles verticales, j'imagine qu'effectivement, vous partez du produit et j'imagine que vous n'avez pas forcément, comme disait Emmanuel, de verticale grille-pain. Alors si, il y a des grille-pains sur voilà. Sachez-le. Grille-pain assez high-tech à mon avis. Mais non, mais ce qui est très vrai, c'est que ce que dit Emmanuel, c'est qu'il y a de gros enjeux, c'est-à-dire qu'il y a la réparabilité des produits, il y a la
le coût de la réparation de ces produits-là, c'est-à-dire est-ce qu'il est conçu pour être facilement réparable, mais est-ce que aussi on a accès à des pièces détachées pour les réparer à des tarifs acceptables, est-ce que les outils pour ouvrir le produit, ils sont des outils du commun et du coup il n'y a pas besoin de s'acheter quelque chose de très sophistiqué pour le faire. Donc le coût de la réparabilité est très important. Et après il y a la grosse question de la formation des réparateurs. Et aujourd'hui c'est des métiers perdus. Ce sont des métiers qui sont perdus et où il va falloir réinvestir énormément. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les filières de reconditionnement qu'on arrive à ouvrir, c'est des filières où on arrive à travailler avec les reconditionneurs pour résoudre les problèmes que je viens de vous citer. Et souvent, les reconditionneurs forment eux-mêmes leur personnel. Mais le coût de former son propre personnel est monstrueux. Donc ça aussi, ça explique la limitation du champ des produits qu'on va être capable de trouver. Parce que si pour chaque produit, il faut soi-même former son personnel, ça devient insurmontable. Et là, il y a des enjeux de création des filières de formation et il y a aussi des enjeux énormes de partage de l'information par les fabricants. Parce qu'aujourd'hui, les fabricants non seulement fabriquent des produits qui ne sont pas réparables, mais n'explique à personne comment les réparer. Donc voilà, c'est vraiment c'est écosystémique, comme le disait très bien Emmanuel, tout ce qu'il y a à faire. C'est possible, on l'a fait dans le passé, mais il y a vraiment un changement de culture profond pour que ça puisse se massifier bien au-delà de ce que nous, on est capable de faire, par exemple. Merci beaucoup, Marie Castelli. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires publiques chez Back Market, Emmanuel Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur et directeur général délégué de ZAC, et Xavier Laurent, directeur des fusions-acquisitions du groupe Manutan. Évidemment, je pense qu'on aurait pu faire durer cette émission 1 heure supplémentaire sans aucun problème. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work.